Avez-vous jamais pensé avec quel sentiment on va à l'aéroport lorsque l'on sait que l'on va bientôt se rendre dans un pays qui vient de traverser une guerre, où l'odeur de la poudre est mêlée au parfum de l'encens? Un pays où il y a des milliers de tués, de blessés et, en même temps, de l'héroïsme dans une lutte sans merci et où des millions de regards sont tournés vers l'avenir. L'horizon victorieux pour ces regards est leur patrie, l'Arménie, l'Artsakh. Le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan, la Turquie, aidés par des terroristes mercenaires, ont déclenché une agression militaire contre l'Artsakh. Dès le premier jour de la guerre, à l'initiative de Levon Khachatryan, chirurgien cardiaque arménien de France, et sous son autorité, des médecins renommés sont partis de France en Arménie et sur le front. C'est la 3e mission humanitaire de médecins dirigée par le docteur Khachatryan, cette fois après la guerre en Arménie et en Artsakh. Le groupe formé de 6 personnes comprend des médecins qui ont déjà une solide expérience et qui ont travaillé dans des pays en état de guerre. On est des chirurgiens civils, puisqu'on travaille dans les hôpitaux parisiens. On a l'expérience de lésions, on va dire, de guerre, on appelle ça des lésions balistiques, soit parce qu'on en a pris en charge à Pompidou après les attentats Charlie Hebdo, Bataclan. Donc c'est la première fois que je vais en Arménie. C'est la première fois pour moi que je vais dans une zone de conflit, même si j'ai déjà fait des missions humanitaires qui se passaient dans des contextes souvent difficiles, au Niger, ou d'extrême pauvreté au Vietnam. Mais en zone de guerre, jamais, et j'avoue que j'ai quelques appréhensions. Le docteur Anne Berger, grande amie des Arméniens, a visité plusieurs fois l'Arménie et, au cours de la guerre, elle est même allée à Stepanakert avec le docteur Khachatryan pour soigner les soldats blessés et aider ses collègues arméniens. Cette deuxième mission en temps de guerre, après une première mission d'exploration, est mieux organisée. On sait actuellement quels sont les besoins au niveau des blessés. Et donc on part avec plusieurs autres médecins pour pouvoir soigner les blessés de guerre. Pas en urgence, mais cette fois-ci de façon planifiée. Le docteur Irène Kassayan visite pour la première fois l'Arménie d'après-guerre. À mon niveau, je vais certainement travailler sur comment accélérer la cicatrisation. Bien sûr, il y a eu les brûlures au phosphore, donc ça c'est quelque chose effectivement de très particulier. Et je pense qu'on va surtout manager la cicatrisation de ces blessés. Barbara Masméjean, photographe française, montrera les dégâts de la guerre au moyen de sa caméra. Plus on en parle, plus ça va être important. Les gens auront une autre idée en fait du pays et savoir vraiment ce qui se passe, parce que tous les gens ne sont pas au courant de la situation dans le pays. Tout le monde ne sait pas ce qui se passe là-bas. Donc plus on va en parler, plus ça intéressera tout le monde et on pourra être acteur aussi et faire quelque chose en fait. Bienvenue en Arménie. Pour se faire une idée de l'Arménie d'après-guerre, il suffit de visiter un hôpital et d'une part d'écouter le silence tendu qui règne dans les couloirs et d'autre part de voir le sourire du jeune homme assis dans un fauteuil d'invalide ou de capter son regard plein d'espoir, déterminé, fixé vers le lointain. L'hôpital Erebouni. Dès les premiers jours de la guerre, c'est là aussi qu'ont été hospitalisés les soldats blessés. Certains d'entre eux ont été guéris et sont repartis chez eux ou au front. D'autres continuent à y être soignés. L'équipe des médecins français se met aussitôt au travail. Ils se tiennent au courant de l'état des soldats blessés. Une chose est claire, les blessures touchent surtout les bras et les jambes,
et ce sont des blessures d'éclat métallique, résultat des bombes à fragmentation, interdites, mais largement et continuellement utilisées par l'Azerbaïdjan. Est-ce qu'il y a un risque à mettre des plaques juste le même jour qu'on retire les fixateurs externes ou on retire le fixateur externe? Parce que tu sais, dans 2 jours. par exemple. Après, j'en ai pas vu d'autres. J'en ai vu d'autres, mais pas. Le timing est difficile, tu vois. Parce qu'on est en séquelles de traumatisme, donc c'est pas mal. Après la guerre, les numéros des chambres d'hôpital sont remplacés par les noms des soldats qui y sont soignés et qu'on fait précéder du titre « héros ». Après avoir fait le tour des chambres de l'hôpital, le docteur Khachatrian se dépêche de visiter son vieil ami, le héros Vardan, dont il avait fait connaissance dès sa première visite. Depuis ce jour, ils ont conservé leur lien à distance. L'officier Vardan n'aime pas parler de ses actes d'héroïsme, mais il n'y avait pas moyen de cacher au médecin qu'il avait frappé un lance-roquettes TOS. Dès que la guerre a éclaté, nous avons reçu l'ordre de partir pour l'Artsakh, d'occuper une position de tir et de participer aux opérations. J'ai été envoyé à Jabraïl. Dès le 3 octobre, nous avons pris part aux opérations militaires. On était le 7 du mois, 6h10 du soir. On nous a informé du point d'observation qu'un TOS de l'ennemi se préparait à nous tirer dessus. Nous avons fait nos calculs en 40 secondes et tous, jusqu'aux derniers soldats, ont accompli parfaitement leur devoir. Nous avons envoyé quelques salves et du point d'observation, on nous a dit que nous avions atteint le lance-roquettes. Nous étions très joyeux, car le TOS est un engin difficile à frapper pour des fantassins. Nous avons eu 5 secondes pour nous réjouir, puis nous avons exécuté d'autres ordres. Quelques jours plus tard, j'ai été blessé, frappé par un drone Bayraktar de fabrication turque, alors que nous étions en train de transporter des armements abandonnés. L'Azerbaïdjan a utilisé des bombes à fragmentation. J'ai vu de mes propres yeux la descente d'une fusée à fragmentation sur nous. Il n'y a pas moyen de lutter contre ces armements. Vous savez peut-être que dans d'autres lieux, on a même utilisé des armes au phosphore. La mère de Vardan, Allah, se rappelle comment le docteur Khachatrian a réussi à faire sortir Vardan de son pénible état psychique et il a recommandé de le joindre presque quotidiennement en France pour le tenir au courant de la santé de Vardan. Aujourd'hui, c'est le 55e jour où mon fils est à l'hôpital. Il a subi 4 interventions chirurgicales, mais il ne marche pas encore. Il est très pénible pour une mère de voir son fils dans cet état. Mais j'ai aussi conscience qu'il ne s'est pas ménagé au nom de sa patrie. Je m'attends à tout moment à le voir marcher et je suis sûr qu'il remarchera. Je suis reconnaissante à Levon et aux autres médecins pour leur soutien psychologique. Il ne parle pas de la guerre, mais son regard est éloquent. Il est difficile de le comprendre, car il dissimule ses émotions. Il est intéressant de constater que la plupart des soldats ne s'autorisent pas à dévoiler leurs émotions. C'est Miran Merian qui a été blessé à Hadrout, victime immédiate de la guerre. L'une de ses jambes a été amputée, l'autre est dans un état grave. L'accident a lieu quand? Le 7 octobre. C'était au Karabakh? Au Karabakh, oui. Et il sait quel type de bombe c'était? C'était une missile qui est tombée pas très loin, en obus. Et donc il ne peut pas dire, c'est une explosion. Alors je viens de faire la visite et j'ai vu probablement une trentaine de patients dans différents étages. Tous ces patients sont des hommes, des militaires qui ont été blessés par des armes de guerre et c'est que des explosifs.
avec des lésions parfois de criblage, c'est-à-dire de multiples perforations du corps, et puis des lésions des membres qui sont importantes. Et certains ont été opérés dans des très très belles conditions. Il y a de très très belles chirurgies qui ont été faites, notamment de reconstruction par l'équipe de chirurgie plastique d'ici. Mais tous, je crois sans exception, auront des séquelles. C'est-à-dire que c'est impossible qu'ils sortent sans handicap. Et donc ces séquelles-là vont mettre du temps à se stabiliser et peuvent nécessiter des chirurgies encore secondaires à distance. Ça, c'est très touchant de voir ces jeunes, parce qu'ils ont effectivement 18 ans, ils sont très jeunes, ou 20 ans, ou 21 ans. Et donc c'est très important de les aider dès maintenant pour qu'ils aient le moins de séquelles possible. Mais quand je revois les patients que j'ai vus, j'imagine qu'il n'y en aura aucun qui n'aura pas de séquelles. Ça veut dire qu'ils vont probablement emboîter, qu'ils ont des lésions au niveau des membres, des épaules, des coudes, des mains. Et voilà, c'est terrible. Le professeur Pan Berger partage son expérience avec ses collègues arméniens et propose sa manière d'envisager l'intervention. Nous partons pour Gyumri, lieu de naissance du docteur Khachatryan. Comme le dit le docteur Khachatryan, Gyumri est le père des villes arméniennes. Le 7 décembre 1988, un tremblement de terre destructeur a eu lieu à Spitak. La proche ville de Gyumri a le plus souffert. La force du séisme a atteint le degré 9 sur l'échelle de Richter, soit la limite maximale. Plus de 25 000 personnes sont mortes. Mais malgré toutes ces catastrophes, les habitants de Gyumri restent célèbres pour leur sens de l'humour. Au cours de notre visite, un avion est arrivé de France apportant en Arménie de l'aide humanitaire. Le matériel médical et les médicaments ont été envoyés aux institutions sanitaires d'Arménie. Sur le conseil du docteur Khachatryan, une partie de cette aide a été envoyée aux hôpitaux de Gyumri et de Vanadzor. Il est à noter que c'était la première fois que nous recevions de l'aide humanitaire de France. Cette aide est importante pour nous, car il y a des appareils et des médicaments spéciaux qui sont indispensables dans cette situation extrême, c'est-à-dire dans des conditions de guerre. Nous sommes reconnaissants pour cette aide et nous espérons que notre coopération sera pérenne. Une réception à la mairie de Gyumri, initiée par le maire, Samvel Balassanian, a eu lieu dans le cadre de notre visite. Au cours de la guerre, Gyumri a compté aussi des tués et des blessés. Bien des familles d'Artsakh sont réfugiées jusqu'à présent, précisément à Gyumri. Une partie de l'aide humanitaire envoyée par la France a été mise à la disposition de la station des secours d'urgence d'Erevan. Je remercie le gouvernement français ainsi que le docteur Levon Khachatryan pour cette aide humanitaire. Cette aide sera utilisée pour soigner nos malades. Vous êtes-vous jamais tenu devant cette porte, derrière laquelle on voit des jeunes gens de 18 ans qui ont déjà connu la guerre, cette guerre qui restera à jamais clouée dans leur mémoire, mêlée à leur sang et collée à leur corps. Et pendant qu'on réfléchit devant la porte à ce qu'on pourrait dire, pour ne rien dire d'inutile, soudain, la porte s'ouvre. Et ce sont eux qui sourient et parlent les premiers, qui donnent espoir, qui plaisantent, transmettent leur force et leur énergie et prennent congé lumineusement. Tout est encore à attendre, ce n'est pas moi qui le dis, mais les camarades de combat, couchés l'un à côté de l'autre, Vardkes et Armand. J'ai été à Hadrout et Djabraï. Nous étions tombés en embuscade. Nous avons longtemps combattu.
Le camion Oural a été atteint et j'ai été blessé. J'ai subi 2 opérations chirurgicales. J'espère que je guérirai. C'était surtout des appareils sans pilote qui frappaient. Certains de mes amis se trouvaient dans la voiture et n'ont pu sortir. Moi, je suis sorti et j'ai voulu retirer mon casque. Mais j'ai vu que mes mains étaient brûlées. De l'aide est arrivée, mais nous avons été contraints d'attendre jusqu'au matin avant d'arriver à Martuni. En parlant de l'avenir, il sourit. Il nous faut devenir plus forts. Il me faut travailler et devenir chef de famille. C'est Armand Karapetian, 20 ans. La mère d'Armand, essayant de dissimuler la tempête qui l'agite intérieurement, dit qu'elle remercie Dieu chaque jour, que son fils soit à côté d'elle. Ils viendront à bout du reste. Nous roulions en voiture, puis nous nous sommes arrêtés pour aider des blessés. Nous sommes de nouveau montés en voiture, nous étions bloqués. On a entendu un bruit, on avait frappé la voiture. Je suis resté 10 secondes dans la voiture, puis je suis sorti et je me suis mis à courir pour aider mes camarades. Je ne sentais pas du tout mon visage, mais je voyais. Eux étaient déjà sortis de voiture. Nous sommes allés nous cacher, attendant l'ambulance. Mais nous étions en plein champ de bataille. Nous avons marché 20 minutes dans cet état et nous sommes arrivés au poste des volontaires. Ensuite, on nous a transportés à l'hôpital de Martuni. Sur le champ de bataille, je n'ai presque pas vu de Turcs. C'étaient des appareils sans pilote qui nous bombardaient. Dès le premier jour de leur arrivée à Yerevan, Sonia Gaucher, brûlologue, et Irène Kiasayan, dermatologue, se trouvent au centre de brûlologie. C'est très très bien. C'est bien. Mais oui. Allez, m'expliquer les bras. Voilà, il faut juste enlever les... Non, mais je fais pareil. Est-ce que tu peux demander si par-dessus ça, est-ce qu'ils mettent par-dessus du tulle gras ou ils laissent comme ça? C'est juste pour savoir. Savran, gelonette comme tu ils mettent. Ok, bah, moi aussi. Attention, ça c'est mieux. La population brûlée, ce sont de jeunes hommes, puisque ce sont des soldats. Et c'est important de rappeler que ce sont des jeunes hommes. D'abord parce que c'est extrêmement touchant de voir des personnes jeunes et brûlées. Et puis, d'un point de vue médical, ce sont des personnes jeunes qui n'ont pas d'autres problèmes de santé. Et c'est très important de le préciser parce qu'un autre problème de santé, rajouté aux brûlures, peut retarder la cicatrisation des brûlures, ce qui n'est pas le cas dans cette population. La deuxième chose que j'ai pu constater, c'est qu'une majorité des brûlures n'étaient pas cicatrisées. Il y avait des brûlures superficielles qui pouvaient correspondre à des brûlures thermiques. Quand on a interrogé les patients, ils rapportent qu'il y a eu des flammes, des vêtements qui se sont enflammés, et puis il y a d'autres zones qui sont différentes dans leur présentation et dans leur évolution, et qui, elles, font fortement penser à des brûlures chimiques. Alors, si vous me dites des brûlures chimiques, moi, je peux dire que c'est évocatrice de, mais je ne peux pas certifier l'origine. Hein. Et donc, ces brûlures plus profondes, ça correspond à des impacts, et ce sont des brûlures dont nos collègues arméniens nous ont dit qu'ils avaient essayé de les traiter chirurgicalement plusieurs fois, et qu'à chaque fois qu'ils faisaient des greffes précoces, la greffe ne marchait pas. Donc ça va aussi dans le sens de la brûlure chimique. Voilà. Ce que je peux dire de plus, c'est que la disposition des brûlures correspond à la position qu'avaient les soldats dans les tranchées au moment où ils ont reçu les attaques. Et ce que je peux dire aussi, et je tiens vraiment à le souligner, c'est qu'ils ont été très bien pris en charge par nos collègues arméniens. Ce qu'on peut voir effectivement, c'est qu'ils ont des blessures assez particulières, a priori de brûlures plutôt chimiques que thermiques, par le fait que ce sont des lésions assez bien limitées, qu'on appelle en cratère en fait,
plus que diffusé comme une carte de géographie par exemple. Donc un cratère qui signe plutôt une brûlure chimique. Après, ce qui pourrait aussi évoquer le fait que ce soit une brûlure au phosphore, mais on ne peut effectivement que l'évoquer sans l'authentifier, c'est qu'ils ont une baisse de la calcémie assez rapide. Et ça, on l'a décrit dans les dossiers, que ça pouvait être donc suspecter une brûlure au phosphore. Les organismes officiels de l'Arménie et de l'Artsakh ont communiqué à la fin octobre qu'au cours de la guerre en Artsakh, la force azerbaïdjanaise a utilisé des armements contenant des éléments chimiques, comme le phosphore blanc, interdit par les conventions internationales. Pendant les 3 premiers jours de la guerre, nous avons accueilli 45 à 50 soldats âgés de 18 à 25 ans. Outre les brûlures, ils avaient d'autres blessures, des problèmes de vision, d'ouïe, ainsi qu'orthopédiques. Au début, nous croyions que c'était aussi des brûlures qu'il fallait soigner, mais ensuite nous avons remarqué que ces plaies étaient différentes, coupées, avec les bords brûlés. Puis, lorsque les malades ont commencé à arriver, nous nous sommes aperçus que leur pathologie était différente. Lorsque nous avons fait des analyses du sang ou des examens sur appareil, nous avons remarqué la différence avec les brûlures ordinaires. C'est alors que nous avons commencé à soupçonner la présence de phosphore ou d'autres éléments chimiques. Quand les médecins français sont arrivés, eux aussi ont essayé de confirmer qu'au point de vue pathologique, ces plaies ressemblaient à des brûlures causées par du phosphore. Ils ont dressé des protocoles. Les examens, l'aspect des brûlures et les analyses de laboratoire ont conduit à la conclusion qu'il fallait faire des analyses des tissus pour y révéler la présence de phosphore. Pendant que les médecins font les analyses nécessaires, Ashot, un soldat de métier, ne pouvant plus revenir dans sa ville d'origine, Hadrout, nous raconte ce qu'il a vu. Son père a été tué au cours de la première guerre de l'Artsakh et sa mère raconte qu'ils avaient juste eu le temps de prendre leur passeport avant de partir. À vrai dire, on tirait avec n'importe quoi. Mais un jour, nous avons vu une chose très étrange. Nous avons vu descendre du ciel des éclats brillants. Nous ne comprenions pas ce que c'était. Nous avons appris par la suite que c'était une munition à phosphore. C'était derrière nous, dans la région de Hadrout, à Jabraïl. J'ai aussi vu des bombes à fragmentation. L'une tombe et se divise en 4 parties. Patrick Knipper, arrivé en Arménie pendant la guerre avec le groupe dirigé par Levon Khachatryan, a été le premier à parler des armes au phosphore utilisées par l'Azerbaïdjan. À présent, il donne de loin des conseils et partage avec ses collègues arméniens et français son expérience et ses études. Sur le terrain, c'est assez caractéristique parce que vraiment, il y a une petite vaporisation. D'abord, ça brûle énormément et puis c'est vraiment une douleur qui, bon, comme toutes les brûlures, je dirais, acide. Mais là, c'est plus que la brûlure à l'acide qu'on voit en Bangladesh ou des choses comme ça. Donc, je pense que c'est le prélèvement en impact qui permettrait d'apporter un diagnostic, mais surtout, c'est les conséquences, c'est-à-dire que le phosphore entraîne des hypocalcémies majeures. De l'hôpital, nous nous rendons à la société Prime afin de discuter des cadeaux préparés pour les soldats. Une idée du docteur Khachatryan qui dit « Outre l'aide médicale, il faut aussi préparer des surprises pour les soldats, les faire changer d'humeur. » Levon, comme vous nous l'aviez demandé, nous avons trouvé la meilleure façon d'aider les producteurs arméniens. D'abord, c'est une petite production avec la participation des réfugiés de l'Artsakh. Eux aussi sont très contents de savoir que les gilets qu'ils ont confectionnés sont portés par les soldats. Dans le cadre de l'aide humanitaire, les médecins ont un entretien chez Garegin II, le catholicos de tous les Arméniens, pour discuter des perspectives de guérison des soldats devenus invalides pendant la guerre. Le groupe de médecins a également rencontré Armen Sargsyan, président de la République d'Arménie. Ce dernier a hautement apprécié la participation des médecins français
et l'on a discuté des questions ayant trait aux prothèses. La mission de ce groupe de médecins venus de France approche de sa fin, mais pas celle du docteur Khachatrian. D'autres groupes de médecins dirigés par lui vont arriver en Arménie pour venir en aide aux militaires blessés au cours de la guerre de l'Artsakh. Cette initiative est née aussitôt que l'on a appris la nouvelle de la guerre. Dès que l'on a compris que la guerre serait d'une très grande envergure et serait très cruelle. Dès lors, il était évident que moi, comme chirurgien, j'aurais à agir. Comme je suis chirurgien cardiologue et qu'on n'aurait pas grand besoin de ma spécialité, je me suis adressé à des amis médecins et ils ont accepté de venir en Arménie pour aider. Au cours de ma première visite, j'étais accompagné de 5 spécialistes, au cours de la deuxième de 4, et à présent 6 spécialistes m'accompagnent. J'ai l'intention d'organiser des visites avec un groupe de médecins 1 semaine par mois jusqu'au mois de mars. Les groupes compteront principalement des chirurgiens orthopédiques, puisque la plupart des blessés ont surtout besoin de ces spécialistes. Ces médecins ont principalement l'expérience d'avoir travaillé dans des pays en état de guerre ou d'après-guerre, tel Patrick Knipper, un merveilleux spécialiste qui a travaillé dans ce genre de situation. Au cours de sa visite en Arménie, il a su montrer ses capacités professionnelles et il est venu en aide d'une manière parfaite, tant aux soldats qu'à la population civile. Indépendamment de l'aide médicale, on a aussi eu l'idée de soutenir les soldats et les officiers blessés du point de vue psychologique. Au cours des visites, je constatais qu'ils étaient trop solitaires et qu'on pourrait créer un lien entre ces jeunes gens et d'autres de leur âge, des étudiants par exemple. Ainsi, j'ai établi des liens avec les étudiants de l'Université française de l'Arménie, qui se sont occupés de cela avec grande joie. Ils visitent les soldats, leur font la conversation, écoutent leurs confidences et essaient de créer une bonne ambiance pour que ces soldats ne se sentent pas seuls. Et quand à la fin de la visite, on leur demande comment ils ont trouvé l'Arménie d'après-guerre, ils vous disent qu'elle est debout, comme ces héros de 18 ans qui voient la victoire future. Acceptez les paroles des héros du film comme un appel à la victoire future.